Nous accueillons Hélène Francisque, qui est neuropsychologue à la 2MCL, entre autres. Elle est aussi neuropsychologue dans mon service, qui va nous présenter Apprendre à mieux vivre avec la MCL, éducation thérapeutique, aidant et passion. Oui, donc comment l'éducation thérapeutique du patient et de l'aidant peut accompagner les personnes concernées. Vous allez voir que je vais rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin, depuis l'ouverture du colloque. Pour aborder le sujet de l'éducation thérapeutique et des actions éducatives, je vais vous proposer de partir d'une métaphore, la métaphore d'une bibliothèque, d'un couple ou d'une dyade. Donc chaque couple, chaque dyade va construire au fil de sa vie des équilibres de vie, des équilibres partagés et des repères. Et on peut imaginer que tous ces éléments sont comme des livres qui, au fil du temps qui passe, vont constituer la bibliothèque d'une vie. Donc chaque livre va représenter tous ces éléments. Les livres, à ce moment-là, dans la bibliothèque, sont notre histoire, notre expérience, nos repères. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de se sentir en sécurité dans sa vie. Maintenant, quand la maladie à cœur de Lévy arrive, c'est quelque chose qui déséquilibre la bibliothèque de la dyade, la bibliothèque du couple, et donc des livres tombent. Les symptômes de la maladie à cœur de Lévy bouleversent la dyade, bouleversent le couple. L'irruption de la maladie va créer des déséquilibres, va créer aussi une rupture dans la continuité de sa vie. Il y a un avant, il y a un après, et maintenant il y a des nombreuses incertitudes. Si on prend du côté de l'aidant, donc il y a un très grand désordre, les livres sont tombés, et ce qui remplace les livres, je ne sais pas comment on utilise ça, ouais. Ce qui remplace les livres ici, donc les symptômes, la répercussion des symptômes ne disent plus du tout la même histoire. Donc c'est de pouvoir vivre souvent des hauts et des bas avec les fluctuations que vous avez, qui fait qu'il est très difficile de prévoir le reste de la journée, de pouvoir même prévoir ses actions à court terme, voire même se projeter dans l'avenir. C'est de pouvoir aussi voir son proche vivre des hallucinations qui peuvent être, on en a beaucoup parlé, mais si réelles qu'on ne sait pas trop quoi dire, ni quoi faire, ni même s'il le faut. C'est aussi de subir un sort cruel, d'entendre son proche qui va vous dire que vous n'êtes pas son proche, mais que vous êtes un autre. Sans parler des nuits en fait que le proche aidant peut craindre, parce qu'il y a des troubles du comportement, en fait des cauchemars qui sont si importants, si vifs, que la personne malade va y réagir très fort. Du côté de la personne malade, c'est de pouvoir expérimenter que parfois il y a le soleil et à d'autres moments il n'est pas là, de pouvoir avoir des réalités différentes, parfois l'apparition même d'autres réalités. Ce matin dans les témoignages on en a entendu parler, donc d'autres réalités, de voir des animaux, des ombres, des personnes, alors même qu'on sait que c'est impossible et qu'on va ne pas dire de peur de passer pour un fou. C'est aussi de pouvoir expérimenter un corps qui répond moins bien, un corps qui devient un peu plus lent, un peu plus rigide, un peu plus maladroit, et qui fait que chaque action du quotidien va être extrêmement coûteuse, va générer beaucoup de fatigue avec un besoin de récupération qui parfois peut générer de l'incompréhension chez ses proches. Donc voilà. La maladie va créer donc des déséquilibres, va perturber non seulement les personnes dans leur individualité, et aussi dans le système que le couple forme, la dyade ou le système familial. Donc toutes les habitudes antérieures ne fonctionnent plus, fonctionnent moins bien. Donc il y a une perte des repères, ne serait-ce qu'identitaires. Et puis il peut y avoir un remaniement des rôles également, où les personnes peuvent passer du proche, du conjoint à aidant, du partenaire à protecteur, et pour certains aussi, dans des dyades, c'est d'avoir le sentiment de devenir le parent de son parent. Sans parler aussi des liens affectifs qui sont mis à l'épreuve. La maladie fait qu'il y a des difficultés à pouvoir comprendre ce qui se passe. Il y a le sentiment de perte de contrôle aussi sur sa vie, et des difficultés à se comprendre qui peuvent générer des distances. Donc voilà, la maladie déséquilibre aussi les personnes. Donc dans quelle mesure l'éducation thérapeutique du patient et de l'aidant
peut permettre justement d'avancer avec ça. On reprend l'image de la bibliothèque, eh bien ça serait de reconstruire progressivement la bibliothèque. Donc l'idée de l'éducation thérapeutique du patient et des actions éducatives, qui sont fortement inspirées de l'éducation thérapeutique, eh bien c'est de pouvoir comprendre, pouvoir connaître, pouvoir savoir, identifier ces symptômes pour pouvoir permettre de s'y adapter, et c'est ce qui a été soulevé notamment sur la dernière présentation. Donc l'objectif de l'éducation thérapeutique, donc vous le voyez, ils sont multiples, ces objectifs. On peut même dire que ces objectifs permettent d'en donner la définition en fait de ce qu'ils sont. Il y a un premier volet que je vais résumer par finalement comprendre pour savoir continuer à vivre avec le maintien de l'autonomie, d'être au centre des décisions qui concernent sa santé, de pouvoir mettre en place aussi des actions de prévention pour sa santé en évitant les complications liées à maladie, très concrètement la prévention des fausses routes, des troubles de la déglutition aussi, ou de prendre en charge la constipation quand on sait que c'est des symptômes qui sont fréquents, et puis de mettre en place des adaptations. Il y a d'autres objets spécifiques dans l'éducation thérapeutique, c'est de pouvoir comprendre aussi la maladie dont je souffre, de pouvoir comprendre les symptômes pour mieux les appréhender et de pouvoir mieux y faire face. Très concrètement, si je sais que j'ai une très très grande fatigabilité et que chaque prise en soin orthophonique va être très coûteuse, je sais que je vais rien programmer sur le reste de la journée. L'éducation thérapeutique aussi permet de pouvoir, et je vais repasser par une image, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est pouvoir prendre conscience aussi que la maladie ne gomme pas tout. Elle ne gomme pas toutes les ressources, toutes les compétences des personnes. Les personnes malades sont des très grands stratèges et parce qu'ils mettent en place des stratégies pour faire face au quotidien. Et du coup, un dernier volet sur les objectifs spécifiques, mettre en place des adaptations qui vont être fonctionnelles et basées sur ses besoins propres et pas les besoins généraux. Je vous montre un exemple d'action éducative, je vous le disais, très fortement inspiré de l'ETP, il n'en porte juste pas le nom, qu'on a mis en place avec Yael Slama, l'autre psychologue de l'association qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, à destination des personnes malades. Donc c'est différents ateliers thématiques qui regroupent une dizaine de participants, une dizaine de personnes malades, co-animés par les psychologues et des bénévoles. Donc on utilise pour traiter ces thèmes déjà différents types d'animation, l'utilisation aussi d'outils ludiques qu'on a créés pour pouvoir proposer un contenu qui puisse être adapté aussi aux symptômes spécifiques de la maladie à corps de Lévy. Déjà les troubles neurovisuels, donc on utilise une iconographie simplifiée, on fait attention aussi à notre charge visuelle. On propose un rythme dans ces séances, déjà la durée est courte, 1 heure, entrecoupée de pauses, et ensuite on a différents types d'animation au sein même de l'atelier, ce qui permet de dynamiser et d'essayer de réduire les difficultés attentionnelles et la fatigabilité. Et enfin, à l'issue de ces ateliers, on propose, on envoie des comptes rendus qui récapitulent tout ce qui a été dit pour pouvoir que les personnes puissent garder une trace mnésique en mémoire. Ces actions éducatives sont pluridimensionnelles, comme vous pouvez le voir. Elles traitent donc non seulement des symptômes cognitifs spécifiques à la maladie à corps de Lévy, les symptômes psychologiques, les symptômes psychocomportementaux, et pas que, parce qu'ils intègrent aussi une dimension plus psychique, comment la personne malade se ressent, comment elle pense aussi dans son rapport aux autres avec la maladie, donc aussi cette dimension plus sociale, et notamment dans les interactions sociales. Ces ateliers sont proposés à la carte, ce qui fait que chaque personne qui s'y inscrit choisit ce qu'il a envie de traiter ou ce qu'il se sent aussi de pouvoir traiter. Les impacts, pour parler des impacts de nos actions éducatives, vous avez devant vous un exemple d'atelier qui traite sur les hallucinations. Je ne pensais pas qu'on parlerait autant d'hallucinations, mais ça tombe bien du coup, dans la maladie à corps de Lévy, où on part finalement
de l'expérience de chacun au travers de plusieurs questions. Est-ce que certains ont eu des perceptions inhabituelles? Comment ils y ont réagi? Est-ce qu'ils en ont parlé à l'entourage? Et comment ils se sont expliqués ces perceptions inhabituelles? Pour ensuite arriver sur la partie plus de psychoéducation, donc d'éducation aux symptômes ou d'éducation à la maladie, parce qu'il y avait une question qui avait été posée sur ça, où on va expliquer en fait ce qu'est ce symptôme très concrètement, on va donner des pistes de compréhension, les mécanismes aussi des causes de ce symptôme. Si vous regardez un peu le schéma, on essaye de fournir des informations qui vont être accessibles à tous. Il ne s'agit pas de rendre médecin ou neuropsychologue les personnes, mais de faire comprendre que c'est lié à des lésions cérébrales postérieures, puis au lobe frontal, qui, à eux deux, ne permettent pas de bien contrôler les informations visuelles, ce qui peut créer des illusions visuelles ou des hallucinations visuelles. Donc on renforce aussi nos explications par des visuels aussi, pour démystifier, faire comprendre ces symptômes. Et on termine par une dernière partie sur cet atelier, qui est celui de mettre en place le plan d'action personnalisé pour chacun. Chacun réfléchit à ce qu'il peut mettre en place dans sa vie, dans son fonctionnement, pour diminuer la répercussion des hallucinations. On est bien d'accord, ça ne les fera pas disparaître. Et ce qui est très intéressant, c'est que chacun peut réfléchir aussi et sur les situations qui ne le concernent pas directement et sur les situations des autres. Donc à ces plans ces stratégies personnalisées. Donc les impacts sont multiples sur ces ateliers. C'est déjà de comprendre, de connaître, de mieux comprendre les symptômes. Parfois ça permet de dédramatiser, et on l'a entendu ce matin, notamment sur les hallucinations par exemple. Et puis de pouvoir mettre en place, en fait de réfléchir à des solutions qui vont être personnalisées pour pouvoir vivre avec et surtout apprendre à le vivre autrement. Je vous mets un autre exemple là qui concerne les aidants et qui traite le syndrome de Capgras. On garde un peu l'esprit de cette animation où on parle des expériences de chacun, ce qui est très important, j'ai oublié de le préciser juste avant, mais quand on parle des expériences de chacun, tout ça est réutilisé pour faire la part de psychoéducation, évidemment. Donc c'est très très personnalisé, c'est très individualisé comme explication. Pour revenir sur le syndrome de Capgras, le fait d'expliquer ce symptôme est très important, d'une part parce qu'il peut ne pas être identifié comme un symptôme, d'autre part il peut être identifié comme étant un autre symptôme, une hallucination, un trouble de mémoire de reconnaissance par exemple, donc ce qui peut amener aussi à avoir des réactions qui ne vont peut-être pas être adaptées au trouble et générer une plus grande intensité du trouble. Pour ensuite basculer sur les plans de stratégie personnalisés, qu'est-ce que chacun a expérimenté face à ce symptôme et qu'est-ce que chacun peut essayer de mettre en place face à ce symptôme. Donc globalement, les actions éducatives et l'ETP, c'est de mettre en place une certaine pédagogie. Peut-être que là, le mot de psychoéducation fait un peu plus sens. Via la pédagogie, de donner des connaissances générales sur la maladie. La maladie, les symptômes, les traitements qui sont connus, pas forcément ceux qu'on aura. Et puis des connaissances plus spécifiques pour s'adapter à la maladie. Quand je dis connaissances spécifiques, c'est d'organiser l'environnement face aux troubles neurovisuels, par exemple, aussi. Et puis, voilà. Et puis de développer des comportements qui vont être fonctionnels pour soi, pour diminuer la portée des symptômes au quotidien et pour permettre de vivre une vie satisfaisante. Ce qui m'amène sur le deuxième point, que les actions éducatives et l'ETP sont des accompagnements des personnes, déjà pour être au centre de sa santé, de sa vie dans la gestion de la maladie, d'améliorer sa qualité de vie, de pouvoir intégrer la maladie dans son quotidien, ça veut dire de ne pas donner une juste place à la maladie et pas toute la place, et puis de mettre en place des comportements de prévention qui vont être adaptés, encore une fois, je vais reparler des fausses routes parce que c'est un très très gros risque dans la maladie. Il reste 2 minutes. Et puis le dernier volet, c'est celui du Le dernier volet, c'est celui du soutien et donc de favoriser la communication aussi entre les personnes, de se sentir soutenues. Donc voilà, je reviens sur ma métaphore de la bibliothèque. Finalement, l'éducation thérapeutique du patient et les actions éducatives, c'est reconstruire sa bibliothèque. Vous le voyez, c'est pas une nouvelle bibliothèque parce que les livres de la bibliothèque précédente réintègrent l'actuelle. C'est pas une ancienne non plus, puisqu'il y a des nouveaux livres qui vont
avons intégré la bibliothèque pour pouvoir vivre de façon satisfaisante avec la maladie, sans pour autant vivre que dans la maladie, de pouvoir comprendre les symptômes, d'identifier ses forces, très important, dédramatiser les symptômes, donner du sens au vécu, mettre en place des comportements de prévention. Avant que je termine, j'avais un autre aspect que je voulais vous présenter, parce qu'on a parlé aussi des professionnels. Donc moi, je suis aussi dans le service du professeur Paquet, comme coordinatrice d'éducation thérapeutique. Donc j'ai demandé à nos collègues qui animent aussi cette ETP, médecins, psychologues, orthophonistes, et s'ils en avaient aussi, eux, des bénéfices. Donc j'ai recueilli un peu leur verbatim que j'ai analysé, que j'ai scindé en 3 parties. Une acquisition de connaissances qu'ils n'avaient pas. Ils sont experts de la maladie, mais pas du vécu, ce qui peut contribuer aussi à l'amélioration, par exemple, du recueil des informations lorsqu'on rentre dans le diagnostic et qu'on n'est pas dans l'accompagnement, en ayant une meilleure connaissance en fait du vécu des personnes. Deuxième, l'évolution des pratiques personnelles, aussi d'améliorer cette capacité d'écoute, une plus grande flexibilité aussi vis-à-vis des personnes malades et de leurs proches, de mettre en place des adaptations, de pouvoir penser et voir la personne malade dans toutes ses dimensions et pas seulement en tant que malade, c'est-à-dire de voir dans les ressources de la personne, dans les compétences qu'elle a et de les mobiliser. Et puis c'est d'apprendre aussi dans l'évolution des pratiques personnelles, d'expliquer les symptômes pour qu'ils puissent être compris par les personnes qui le vivent. Et enfin, une amélioration de l'accompagnement global en pouvant aller au-delà des besoins en ayant eu connaissance. Donc voilà, j'arrive sur la conclusion. Le TP va accompagner les personnes malades, leurs aidants. Dans une juste mesure, ils apportent également aux professionnels. C'est d'autant plus important que dans la maladie à corps de Lévy, il y a une conscience des troubles et qu'on peut utiliser aussi cette conscience pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de faire face. Ces actions éducatives, j'arrive sur ma conclusion, nous ont permis aussi d'être au plus près, finalement, des vécus, encore plus près des vécus et des ressentis des aidants et des personnes malades, et ce qui nous a permis encore d'enrichir, finalement, les dispositifs qu'on est en train de mettre en place, les conférences thématiques que vous pouvez retrouver sur le site, d'avoir mis en place les dispositifs individuels d'accompagnement personnalisé post-diagnostic, et là encore, on est sur les besoins réels des personnes que nous recevons, d'enrichir les webinaires d'information, et puis sur le volet des professionnels, de pouvoir enrichir aussi la formation sur mesure destinée aux professionnels en pouvant leur apporter justement finalement les vécus qui nous ont été, que nous avons pu répertorier. Voilà, je vous remercie. Merci.